Alors, je voudrais commencer par cette diapositive euh, qui résume toutes les modifications que subissent les glycoprotéines. D'accord? Les N-glycoprotéines. Vous savez que les protéines, elles ont deux extrémités. Une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Extrémité amine, NH2. Vous ferez en biochimie en détail les acides aminés. Vous ferez en détail les acides aminés et donc les protéines ont une extrémité COH acide et une extrémité NH2 toujours. Hein. Voilà, il y a plein d'acides aminés pour une séquence et une extrémité COH. D'accord? Une extrémité amine N, extrémité C. Donc là, nous avons donc les modifications que subissent donc les protéines, les N-glycoprotéines. Donc, le commencement de la synthèse, donc, si vous devez revenir à votre cours sur le réticulum pour voir la traduction des protéines destinées à passer dans le réticulum endoplasmique, par le peptide signal, etc. Donc, la traduction a déjà commencé et hop, il y a une séquence de 20 acides aminés qui veut dire aller vers qui donne donc la possibilité au ribosome de se placer sur la membrane, sur le translocant, c'est-à-dire sur la partie récepteur. Donc, il faut voir le cours de la partie réticulum. Alors ici, c'est le réticulum rugueux. Hein. En arabe, rugueux veut dire harsha, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a, on dit rugueux ou granuleux. Quand on observe, voilà, comme vous voyez, quand on observe le réticulum, il y a les ribosomes dessus. Donc, quand vous avez cette photo-là, donc ce schéma, ça veut dire que vous êtes dans le réticulum endoplasmique granulaire. Alors, ce qui n'est pas représenté ici, c'est le réticulum lisse, le REL. On ne le représente pas dans la figure, mais c'est sous-entendu parce que c'est lui qui fabrique les lipides. Il est responsable donc de la synthèse des lipides membranaires. Et à un certain moment ici, donc, vous avez ici les modifications, les changements que peuvent subir les protéines pour leur maturation, pour qu'elles deviennent matures et faire leur fonction, pendant la traduction. Co-traductionnel veut dire pendant la traduction. Au cours, il y a la traduction par le ribosome. On a déjà vu ça, la glycosylation, la coupure de la séquence signal, la formation des ponts disulfures entre deux cystéines, parce que les cystéines, ce sont des acides aminés qui possèdent un radical SH. Et déjà, donc il y a la protéine 4 donc elle subit un repliement qui est contrôlé. Donc il y a des enzymes. Donc, on verra tout à l'heure les étapes de la maturation. Alors, c'est pendant la traduction, co-traductionnelle, il y a des changements pendant la traduction, on l'a déjà vu, on le dit et on redit, la coupure du peptide signal, la glycosylation au niveau de l'asparagine, etc. Donc, et après la traduction, c'est-à-dire pendant que la protéine elle est dans le réticulum endoplasmique, elle va subir, on a déjà vu ça dans le réticulum. Et après, post. Alors, vous devez savoir qu'il y a le préfixe pré, ça veut dire avant, co qui veut dire pendant, et post qui veut dire après. Vous avez ici, il faut bien retenir les préfixes et les suffixes. Et ça va vous aider beaucoup à la compréhension des termes et des mots. Pré, qabl, et pendant, c'est co, et après, c'est ba'd. Donc, il faut bien traduire dans vos têtes parce que vous avez fait les sciences donc, en arabe, donc il faut bien traduire les mots. Alors, ici, on est pendant la traduction co-traductionnelle, et après la traduction, c'est-à-dire après avoir quitté le réticulum endoplasmique. Alors, qu'est-ce que va subir? Donc, il y a des changements qui se font pendant la traduction et après la traduction. Donc, déjà, dans ces co-traductionnels, vous avez on l'a déjà vu, début des glycosylations de l'extrémité NH2. Parce que nous avons donc
la protéine, ici la grosse sous-unité, la protéine, donc la partie NH2, c'est elle qui rentre dans la lumière. Donc, initiation des N-glycosylations. D'accord? Dans le réticulum. Et déjà avant que le réticulum ne bourgeonne, ici vous avez les vésicules de transition, VT, vésicules de transition, il va bourgeonner, comme vous voyez ici, et il va donner donc des vésicules qui vont donner après les sacules du Golgi. Alors on est dans le compartiment entre les deux. Compartiment intermédiaire du Golgi, ce sont les vésicules de transition. Et il y a un contrôle de la qualité par les protéines chaperon. Ils vont contrôler la qualité de la protéine. Si elle n'est pas repliée, etc., bien repliée, si elle n'est pas... Donc, il y a un changement. Donc, la protéine va sortir du réticulum et passer dans les vésicules dans la meilleure forme. Puis après, donc, vous avez donc la haute glycosylation au niveau des OH, etc. Glycosylation des protéines. D'accord? Puis après, commence, déjà ici, regardez ici, vont arriver, je vais effacer. Donc ici vont arriver les vésicules à partir du réticulum endoplasmique. Le REL, lui aussi, qui n'est pas représenté ici. Il va bourgeonner, lui aussi. Il va bourgeonner et les vésicules vont s'unir, vont former aussi, vont passer dans l'appareil de Golgi. Alors, la glycosylation va se faire dans le Golgi. Elle ne se fait pas dans le réticulum endoplasmique lisse. Il s'occupe de, comme on a vu, de la détoxification dans l'hépatocyte, revenez à votre cours, et à la formation des phospholipides et des lipides complexes. Alors ici, d'accord? Alors ici, vous avez la glycosylation, on va commencer dans le compartiment intermédiaire pour les lipides. Parce qu'il y a aussi des glycolipides. Il y a les glycoprotéines dans la membrane, dans la mosaïque fluide, et il y a les glycolipides. Puis après, va se poursuivre les N-glycosylations des protéines. Puis après, il y a accrochement des acides sialiques, d'autres sucres, la sulfatation, donc il manque ici un L. Puis, commencement des clivages, des coupures. Donc, commencement des clivages. Vous avez endoprotéolytique, c'est à l'intérieur de la protéine. On verra pour l'exemple de l'insuline. Puis après, poursuite des clivages, on verra qu'il y a des petits bouts de protéines qui sont coupés. Puis amidation, donc c'est l'accrochement, donc l'addition d'un groupement amide. Donc ici, vous avez donc la phase 6, au milieu, médiane et trans, et vous avez le trans post-golgien, c'est le trans-Golgi. Trans-Golgi, ce n'est pas le réseau trans du Golgi, les membranes sont différentes. Alors, les épaisseurs des membranes, toujours pour vous rappeler, ici c'est 50 angstroms, ici c'est 60 angstroms. Même chose pour le Golgi, c'est 60 angstroms qui se forment à partir du réticulum. Et ici, vous avez 60 angstroms pour les membranes. Donc, leur épaisseur, et bien sûr, la membrane, c'est 75 angstroms. Il faut faire très attention. C'est dû à la longueur des... Voilà. Donc, on va poursuivre. Alors, on va voir le rôle du réticulum endoplasmique granulaire et de l'appareil de Golgi dans la maturation du protéine. Il y a plusieurs transformations, comme on a dit, chimiques et dans l'espace. Alors, vous avez ces changements, correspondent à la maturation. À la maturation de la protéine. Alors, vous avez la formation des ponts disulfures qui sont corrigés par une enzyme qu'on appelle la disulfure isomérase. Vous avez le pliage des protéines dans l'espace, donc la conformation 3D, 3 dimensions, donc, elle est contrôlée par les chaperons, les protéines dans la lumière de protéines chaperons. Et puis, vous avez les clivages, les coupures des séquences qui commencent déjà dans le REG, ce qui va activer les protéines. Nous avons un exemple, on est arrivé l'autre jour à l'insuline. Puis vous avez glycosylation par séquence, vous avez l'ajout, donc addition des sucres, des polysaccharides ou des oligos, c'est des petits bouts
Donc, ça commence dans le REG, puis après, elle passe dans le cis, le médian et le trans. Pourquoi? Parce qu'au niveau de chaque membrane de ces parties de Golgi et du REG, vous avez un type de glycosidase, c'est-à-dire d'enzymes. Au niveau de la mosaïque fluide, vous avez des enzymes qui sont spéciales pour accrocher les mannoses, pour l'acide sialique, etc., etc. Elle est séquentielle, se fait par étapes. Puis, il y a modification des séquences de polysaccharides, comme on va voir dans la phase trans. Dans la phase trans. Alors, ici, vous avez un exemple. Vous avez ici une protéine. La structure primaire, c'est la séquence d'acides aminés. Elle est linéaire. Elle est linéaire, d'accord? Asparagine, glycine, phénylalanine, acide glutamique, etc., etc. Vous avez une séquence. Voilà la séquence, etc. La séquence. Donc, puis après, ça va donner donc, dans la maturation, ça va donner un repliement, c'est la structure secondaire, repliement local. Par exemple, les hélices alpha. D'accord? On peut avoir aussi des feuillets bêta. Vous avez ici un feuillet bêta, un autre feuillet bêta. D'accord? Ici, vous avez un feuillet. Attention à la légende qui est écrite dans les figures. Puis après, donc, juste après, vous avez donc la formation, la structure tertiaire qui est tridimensionnelle. Dans l'espace, donc, vous avez une structure 3D. Et la structure quaternaire, c'est quand il y a plusieurs associations de plusieurs chaînes. Vous avez la chaîne, si on les sépare, ça va faire plusieurs chaînes. D'accord? Plusieurs chaînes et les repliements de chacune. Et vous avez donc la structure quaternaire de la protéine. Alors ici, on voit quelques exemples de ponts disulfure. Vous avez un repliement, on voit ici un pont. Alors tous ces ponts, ce sont des ponts à l'intérieur d'une même chaîne, intrapeptidique. Comme on peut trouver comme on verra tout à l'heure pour l'insuline, on peut trouver des ponts interpeptidiques. Vous avez une autre chaîne qui s'ajoute par exemple, et vous avez un pont SS. Alors, cette protéine-là n'appartient pas à la protéine orange, par exemple. Alors, les ponts ici, 1, 2, 3 et 4, ils sont intrapeptidiques, ils sont à l'intérieur de la peptide. Et celui-là, donc ce que j'ai ajouté, il est interpeptidique, entre deux peptides différents. D'accord? On verra ça juste maintenant. Alors, l'insuline, on s'était arrêté l'autre jour à l'insuline. Alors, l'exemple de l'insuline. Alors, comment elle est synthétisée? Elle est synthétisée comme toutes les protéines qui vont passer dans la lumière. C'est une hormone. Elle est destinée donc à l'export, à la sécrétion. Donc, elle va être sécrétion. Donc, elle va suivre l'autoroute de la sécrétion. C'est-à-dire, il y a un peptide signal qu'on voit ici, il est coloré. C'est exprès qu'on a mis des couleurs pour que vous puissiez voir donc, les parties qui seront coupées ou laissées. Alors, vous avez le peptide signal donc, qui va donc permettre l'atterrissage du ribosome sur le réticulum endoplasmique. Et donc, c'est une hormone protéique qui est synthétisée par le pancréas. Alors, le pancréas, c'est un organe au niveau du système digestif. Il se trouve au milieu de notre ventre. Donc, et il a deux parties. Il a une partie qu'on appelle endocrine. Elle va sécréter les hormones, donc l'insuline. Et il y a une partie exocrine qui va sécréter des enzymes dans la cavité de l'estomac. D'accord? La cavité de l'estomac, la lumière, c'est l'extérieur. Quand vous mangez, ce que vous mangez, ce que vous buvez tombe dans l'estomac. Et le pancréas va sécréter, on va dire, à l'extérieur, exocrine. Crine veut dire sécrétion. La crinie, le suffixe crine veut dire sécrétion, tout simplement. D'accord? Je vais bien l'écrire. On dit la crinie, c'est la sécrétion. Et on peut rajouter endo ou exocrine, qui veut dire sécrétion. Alors, la partie exocrine du pancréas va sécréter les enzymes digestives qui vont aider à la digestion. D'accord?
Et l'autre partie va sécréter l'insuline, d'accord? L'autre insuline qui baisse le taux de sucre quand il y a élévation du taux de glucose dans le sang. Donc l'insuline, automatiquement, le pancréas va déclencher la sécrétion de l'insuline par la partie endocrine. Il y a des îlots, josor, on dit josor, les îlots de l'ingérence. Vous ferez ça après, donc en histologie, on vous le dira. Les îlots de l'ingérence, ce sont des cellules qui vont faire la sécrétion de l'insuline. Alors, ici, donc, nous avons donc cette insuline qui est formée par le peptide signal, qui sera bien sûr coupé dans le réticulum endoplasmique. Alors, elle est sécrétée de cette manière. Il y a une chaîne qu'on appelle la chaîne B, et la chaîne A qui est en bleu, et la chaîne C. Donc, ce qui va rester à la fin pour la maturation de la protéine, comme vous voyez ici, c'est seulement la chaîne A et la chaîne B. Alors, comment est coupé donc ces fragments, ces clivages endoprotéiques. Alors, déjà, quand elle est sécrétée dans le réticulum endoplasmique granulaire, on l'appelle la pré-pro-insuline. La pro-insuline, c'est la partie, donc, la pro-insuline, c'est l'hormone qui n'est pas active. Et la pré, ça veut dire qu'elle possède toujours son peptide signal. D'accord? Elle est sécrétée sous forme de pré-pro-insuline. Alors, elle est constituée de 110 acides aminés. Voilà, elle est appelée pré-pro-insuline à la surface du réticulum endoplasmique, toujours par le ribosome, etc. D'accord? Alors, après son passage du réticulum vers l'appareil de Golgi, elle va donc, bien sûr, déjà dans le réticulum, sera coupé le peptide signal. Puis, dans ce passage-là, sera coupé le peptide C. Sera coupé le peptide C. Donc, le peptide signal sera coupé, puis le peptide C sera coupé. Donc, il ne restera. Alors, quand le peptide signal est coupé, on l'appelle la pro-insuline. Elle n'est pas encore active. Il y a toujours le peptide C. D'accord? Et déjà ici, vous avez vu, donc, je vais mettre en vert, vous avez deux ponts disulfures qui sont deux ponts disulfures qui ont été formés donc ils sont intrapeptidiques. D'accord? Ici, maintenant, ils sont intrapeptidiques avant la coupure du fragment C. Puis, c'est la forme pro-insuline. Puis après, alors cette pro-insuline, donc, elle est formée de deux chaînes polypeptidiques, donc A et B, reliées, voilà, des ponts disulfures. D'accord? Alors, quand elle va passer donc avant la sécrétion, sera coupé le fragment C. Alors ici, il y a bien sûr les deux ponts ici, donc ils étaient ici intrapeptidiques avant la coupure. Mais quand on a coupé le fragment C, nous avons ici la chaîne A et la chaîne B. Il n'y a plus de liaison entre eux, sauf par les ponts. Alors, les deux ponts ici, les verts, sont maintenant interpeptidiques, entre deux peptides. D'accord? Et un troisième se forme, il est intrapeptidique. D'accord? C'est la même chaîne. Vous avez ici la chaîne A et vous avez le pont, vous avez deux cystéines. Voilà, deux cystéines intrapeptidiques. C'est l'insuline. Donc ici, c'est la forme active. Elle est sécrétée donc, sous forme active pour donc, dégrader et baisser le taux de sucre dans le sang. Alors ça, c'est le dernier exemple donné pour le chapitre du dictyosome. Dictyosome, c'est l'ensemble l'appareil de Golgi, c'est l'ensemble des dictyosomes d'une cellule. Alors, on a terminé ce chapitre. Donc, jusqu'ici, donc, vous avez donc tous ces chapitres-là. Donc, ils vont passer donc vous allez passer donc vous avez passé l'examen, le contrôle numéro 1 sur ces chapitres-là. Alors, on va commencer le chapitre. On est toujours je vais changer ici, c'est le 4. On est toujours dans le 4. Les systèmes endomembranaires, on va voir maintenant un autre organite qui est le lysosome. Alors déjà, en observant, en regardant donc déjà le mot lysosome, vous avez lyso et some. Dome veut dire particule.
et lyse. La lyse, c'est la destruction. Hein, destruction. Alors, qu'est-ce que c'est que le lysosome? Le lysosome, ce sont des vésicules, hein, ils vont prendre naissance de l'appareil de Golgi et ils sont spécialisés dans la digestion intracellulaire hein, et aussi extracellulaire. On verra tout à l'heure, hein, on va rajouter aussi extracellulaire hein, et extracellulaire. Ce sont, si on peut dire, les estomacs de la cellule. La cellule, on a dit, c'est le plus petit être. Hein, la plus petite unité qui peut faire ce que fait un être vivant complexe. Hein. Alors, le lysosome, c'est l'estomac de la cellule. Hein. Les substances seront ingérées, ils vont fusionner, les vésicules vont fusionner ou les organites qui sont défaillants vont fusionner avec le lysosome. Il va les avaler, il va avaler les protéines qui ne marchent pas bien, les enzymes qui ne marchent pas bien, etc. Et il va les dégrader. Hein. Il va faire le nettoyage, il va dégrader. Donc, et il va recycler les acides aminés, les acides gras, etc. pour les nouvelles formations. Alors, ce lysosome existe chez toutes les cellules, sauf les globules rouges. Hein. Par exemple, c'est un animal, hein, d'accord? Sauf les globules rouges. Ce sont des vésicules hein, à fonction lytique, ça veut dire lyse, qui font la lyse. Hein. On dit lytique. Hein. Et ils vont renfermer pour dégrader. Hein, c'est la biodégradation. Hein, on est dans un organisme, on est dans une cellule. On va dire donc qu'il y a donc des enzymes. Alors ces enzymes sont spéciales. Ce sont des hydrolases au milieu aqueux, présence d'eau, acides. Elles sont actives à pH acide. D'accord? Quand vous augmentez le pH, hein, pH neutre et pH basique, elles ne vont rien faire. Hein. Donc elles vont être actives entre 3,5 et 5. pH 3,5 et 5. Alors, le lysosome, donc, il se trouve bien sûr que dans le cytosol. Vous avez ici une figure qu'on va revoir après. Et pour garder le pH acide à l'intérieur, ici, nous avons la lumière. Hein, toujours, hein, on a toujours la même chose. Hein. La lumière, et ici, vous avez une membrane. Hein, la membrane lysosomale, spéciale, on verra. Donc, dans cette membrane, c'est aussi une mosaïque fluide. Il y a une protéine, hein, une protéine transmembranaire, une perméase, une pompe comme la pompe à sodium-potassium, mais celle-là, elle va laisser passer les protons hein, pour hein, garder toujours l'intérieur acide, hein, pour aller garder les enzymes actives, d'accord, pour faire la fonction de la lyse. D'accord. Alors, à l'intérieur de la lumière, vous avez les hydrolases, alors les enzymes qui vont dégrader toutes les substances qu'ils vont rencontrer. Alors, c'est un vrai appareil digestif. Hein. Voilà, c'est un vrai appareil digestif. D'accord. Alors, la digestion, elle va concerner, donc le lysosome va digérer quoi? Les substances qui arrivent de l'extérieur. On dit les substances exogènes. Hein. On dit hétérophagie. Alors, phagos veut dire manger, en grec. Hein. Hétérophagie, les substances qui viennent de l'extérieur. D'accord? Hétérophagie. Et vous avez les substances endogènes de la cellule elle-même. C'est l'autophagie. Hein. Donc, manger l'intérieur. Donc, deux types de digestion, l'autophagie et l'hétérophagie. Ça, c'est la digestion intracellulaire. On verra après qu'il y a une digestion extracellulaire. La cellule, hein, dans certaines conditions, va exociter les hydrolases à l'extérieur. On verra ça donc après. Alors, normalement, puisque c'est un matériel, c'est d'appareil digestif, donc c'est des enzymes qui sont dangereuses. Hein, la membrane, elle doit être imperméable à ces enzymes. Hein, c'est très important, c'est écrit en rouge, puisque c'est dangereux, l'intérieur, il est dangereux. Hein, il contient toutes les armes, hein, les enzymes, plein d'enzymes. Il y a 40 enzymes à peu près, 1, 2, 3, etc., pour dégrader et digérer hein, et manger et dégrader toutes les substances, hein, donc, de la cellule. Hein. Si la membrane, alors il faut imaginer que quand il y a un problème au niveau de la membrane et qu'elle est détruite, hein,
le lysosome peut manger toute la cellule. On dit que c'est un organite suicide de la cellule. Organite suicide. Intihari, suicide de la cellule. Donc, la membrane, elle doit être donc spéciale. On verra qu'est-ce qui va la rendre spéciale. On parlera après de glycosylation. Rappelez-vous les glycosylations. Alors, normalement, la membrane, elle est donc dans les cas normaux, parce qu'il y a aussi des accidents qui se font. Je vous donnerai quelques cas de maladies, de pathologies, dans lesquels il y a éclatement de la cellule, de la membrane, pardon. Alors, il y a deux types de lysosomes selon l'activité. On va trouver les lysosomes qui n'ont jamais digéré, ils viennent juste d'être formés par le Golgi. On va les trouver dans le cytoplasme. Ce sont les lysosomes primaires. Ils sont petits, 250 angstroms de diamètre. D'accord ? Ils ne contiennent que les enzymes. Quand on les observe au microscope électronique, ils ont un aspect homogène. On voit qu'il y a quelque chose d'uniforme. Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas très dense. Donc, homogène. D'accord ? Et puis, il y a aussi les lysosomes secondaires qui ont un diamètre égal entre 1 à plusieurs micromètres. Cela dépend. C'est 4 fois la taille, jusqu'à plusieurs. Donc, selon la taille de la substance qu'ils ont avalée. Ils vont contenir, bien sûr, les hydrolases et le substrat, c'est-à-dire la chose qu'ils sont en train de digérer. D'accord ? Donc, c'est des enzymes. Ils vont contenir, chaque enzyme va aller dégrader le substrat. Elle est spécifique à un substrat bien déterminé. Alors, on va trouver donc dans ces lysosomes secondaires les hydrolases et le substrat. Alors, ils ont au microscope, quand ils avalent ces substances, et on voit qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur dans ces vésicules-là. On dit qu'ils ont un aspect hétérogène. C'est pas homogène, hétérogène. Il y a plusieurs structures à l'intérieur de ce lysosome. Donc, on peut les reconnaître très facilement au microscope. Regardez ici, vous avez un lysosome primaire. Voilà, un premier et un deuxième, un troisième. D'accord ? Ici, c'est le cytoplasme. Ici, on voit bien que c'est le noyau. Il est très dense avec la chromatine. Ici, vous avez l'enveloppe nucléaire. Voilà. Et puis après, nous avons ici un lysosome secondaire. Vous voyez bien que c'est différent. Alors, on voit ici des mitochondries. Alors, c'est une digestion, c'est une autophagie. Alors, c'est pour ça qu'on dit autophagosome. C'est une particule de digestion d'une substance de l'intérieur. Donc, ici, nous avons à droite, nous avons ici donc une vésicule endosomale. C'est une vésicule qui a été endocytée, donc endocytose. Et ici, nous avons le lysosome secondaire. Je vais l'entourer, voilà. Voilà, il y a ici, je vais entourer aussi la mitochondrie. Il a déjà digéré une, regardez. Ce sont des mitochondries qui ne marchent pas bien, d'accord? Et d'autres substances, ils avaient ici d'autres substances. Alors ici, il y a les enzymes qui vont digérer les membranes, l'ADN, les lipides, les phospholipides de la mitochondrie est un organite formé, donc entouré d'une double membrane. D'accord? Et à l'intérieur, il y a aussi des ribosomes de la mitochondrie. Donc, c'est un organisme qui ressemble aux prokaryotes. Aux prokaryotes. D'accord? Alors, on va passer. Donc, ça, c'est le lysosome primaire qui n'a pas digéré. Et ici, vous avez donc, observation homogène. Et ici, hétérogène. Voilà, alors, on va voir cette membrane. Comment elle est spéciale. Alors, la membrane, c'est une mosaïque fluide. Tous, on est dans les systèmes, il faut rectifier. Mosaïque fluide. C'est une mosaïque fluide. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Cette membrane lysosomale contient des glycoprotéines avec un degré de glycosylation très, très élevé. C'est très élevé. Le polysaccharide, elle est hautement glycosylée. Un degré. Alors, les protéines, les glycoprotéines sont appelées les lampes 1 et les lampes 2. De L, ça veut dire lysosomale, protéines. D'accord?
Alors, ce sont les protéines de la membrane lysosomale 1 et 2. Hein, les lampes 1 et les lampes 2. Alors, les polysaccharides, les sucres, les polysaccharides des lampes 1 et des lampes 2 vont protéger. Hein, ce sont les polysaccharides qui protègent la membrane ou les membranes du des protéases, hein, et des enzymes de la lumière du lysosome. Cette membrane ressemble à la mosaïque fluide, mais elle possède aussi une protéine particulière, on l'a dit tout à l'heure, la pompe à protons, qui va pomper les protons à l'intérieur. Elle va les pomper du cytoplasme vers l'intérieur du lysosome, toujours pour garder le pH, hein, le pH égal à 5, pour que les enzymes soient actives. Alors, il y a aussi des récepteurs protéiques. Alors, cette mosaïque fluide contient des protéines, des glycoprotéines et des protéines transmembranaires qui vont reconnaître, hein, les choses à manger. Ils ne vont pas manger n'importe quoi. Hein, il y a des récepteurs. Hein, vous avez ici des récepteurs au niveau de cette mosaïque fluide qui vont reconnaître et fusionner, hein, avec des vacuoles qui vont après donc dégrader, hein, qui contiennent le substrat à dégrader, et à digérer. Voilà donc des protéines, des récepteurs protéiques qui reconnaissent et fusionnent. Donc vous avez le lysosome primaire, il va reconnaître, hein, la vacuole avec le substrat. Hein, il y a des récepteurs ici qui reconnaissent, donc ils vont reconnaître et fusionner, donc ils vont fusionner, d'accord, ils vont fusionner avec, on verra, nous avons des figures, ils vont fusionner pour dégrader, hein, dégrader les substrats. Alors, on va voir maintenant cette membrane, comment elle se présente. Alors ici, nous avons montré un seul, hein, un seul petit bout. Hein. Vous avez les lampes 2, les lampes 1 et les lampes 2. Donc selon, alors donc bien détailler cette membrane, hein, donc ici vous avez le cytoplasme, hein, et ici vous avez la lumière. Lumen en anglais, hein, donc c'est lumière. Hein. Donc je vais vous dessiner, regardez, je vais vous dessiner, voilà, un lysosome, voilà, et je vais vous mettre, regardez, je vais vous mettre dans la lumière, vous avez ces protéines lampe 1 et lampe 2. Hein, elles sont comme ça à l'intérieur. Hein. Vous avez bien remarqué que ce sont des protéines, hein, de la mosaïque fluide. Hein. Vous avez le détail ici. Vous avez la bicouche de phospholipides et vous avez la partie, regardez, hydrophobe ici. Hein, la partie transmembranaire. Vous avez ici du côté cytoplasme, hein, le COH, le bout, le C-terminal. Et dans la lumière, vous avez la partie N-terminale. Voilà. Et je veux dire la N-glycosylation. Donc, nous avons ici, ici vous avez la lumière. Et vous avez ici ces glycoprotéines transmembranaires avec un petit bout hydrophobe. Et ils vont protéger, vous avez des enzymes, ils vont protéger cette membrane. Hein, ils vont protéger la membrane lysosomale. Hein, donc voilà, la bicouche. Bien sûr, ici, vous avez les phospholipides, etc., hein, d'autres protéines, etc. Et vous avez ces protéines-là, hein, les lampes 1 et les lampes 2. Alors, regardez combien il y a de ponts disulfure. Hein. Je vais prendre une autre couleur. Vous avez ici, regardez, un pont disulfure, un deuxième, un troisième, un quatrième. D'accord? Ici, vous avez plusieurs ponts disulfure. Là aussi, vous avez un pont disulfure, un deuxième, un troisième, pour former les boucles. Pour former ces boucles-là, hein. Donc pour bien rendre, voilà, vous avez des ponts disulfure, hein, intrapeptidiques. Vous avez un seul peptide ici, mais replié dans l'espace, hein, par plusieurs ponts disulfure. Et vous avez les glycosylations spéciales. Hein, vous avez ici, regardez, vous avez cette arborisation, ce sont les polysaccharides. Donc vous avez ici une architecture. Alors ici, c'est la lampe 2. Vous avez ici, regardez, la glycosylation. Et la lampe 1, vous avez d'autres parties glycosylées. Hein. Ici, vous n'avez pas de glycosylation dans la boucle. On peut dire boucle A, B, C et D. Hein. C'est-à-dire pour... Et ici, regardez, vous avez la lampe 2 qui est... Alors, elles sont différentes, ces deux, suivant la glycosylation.
elles vont protéger, hein, membrane avec donc ils vont protéger la membrane lysosomale des enzymes qui se trouvent dans la lumière. Alors, la membrane du lysosome, donc on a dit, on va le répéter, contient cette pompe à protons, d'accord? C'est une mosaïque fluide qui contient une pompe à protons qui va donc faire passer, elle nécessite donc de l'ATP comme le pompe à sodium-potassium, donc elle nécessite de l'ATP, de l'énergie, hein, de l'énergie cellulaire pour faire donc un transport actif, hein, des protons. Hein, les protons, c'est les H+. Pour garder le pH à 5, pour que les hydrolases acides soient actives. On a dit qu'elles sont actives entre 3 et un pH 3 et 5. Alors, on va voir maintenant, donc, on a terminé avec la membrane du lysosome. On va passer à la cavité du lysosome. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette cavité? Alors, il y a bien sûr les enzymes, hein, les hydrolases, hein, à peu près, vous avez à peu près, donc 40 enzymes. Elles sont capables de digérer toutes les liaisons chimiques qu'elles vont rencontrer. Les liaisons peptidiques, les glycérols, les acides gras, le cholestérol, quoi encore, tous les types de sucre, etc. Donc, on va trouver quoi? Les acides nucléiques, etc. Alors, on va trouver, hein, des enzymes. Alors, vous avez ici quelques exemples, hein, des phosphates esters, donc des acides phosphatases, hein, qui dégradent les groupements phosphates. Vous avez ce qui dégrade l'ADN, ce qui dégrade les ARN, quand ils mangent les ribosomes, etc. Donc, vous avez des enzymes qui vont dégrader tous les types de protéines. Alors, imaginez, vous avez le cytosquelette, hein, qui est formé par la tubuline alpha, la tubuline bêta, vous avez l'actine G, vous avez la kératine, vous avez vous avez le manteau cellulaire, vous avez vous avez le collagène, vous avez l'élastine, vous avez plusieurs protéases, hein, vous avez plein de types de protéines. Alors on va trouver tous les types de protéases, tous les enzymes qui vont dégrader chaque type de protéines. D'accord? Et puis nous avons ce qui dégrade les sucres, hein, des enzymes, des carbohydratases, donc des carbohydrates. Donc vous avez les bêta-glycosidases, les alpha-glycosidases, vous avez les hexoaminidases A, etc., les alpha-mannosidases, les alpha-fucosidases pour le fucose, les sialidases pour l'acide sialique, etc., tous les types de sucres. Et vous avez les lipases, hein, qui vont dégrader donc les acides gras, les sphingomyélinases, etc., les estérases, donc tous les types d'enzymes capables de dégrader toutes les liaisons chimiques. Bien sûr, dans cette cavité, on va trouver les enzymes et le produit à digérer. C'est un lysosome secondaire. Alors, toujours dans cette partie-là, donc j'ai oublié ici, donc je voulais dire la clatrine, hein, rappelez-vous la clatrine, hein, qui est une protéine, hein, d'accord, dans cette catégorie, hein, c'est ce que je voulais dire. Hein. La clatrine qui forme le manteau cellulaire quand il y a endocytose par récepteur. Alors, regardez ici, vous avez du détail. Hein. Alors, ici, nous avons une membrane du lysosome dans un cytoplasme ou cytosol. D'accord? Alors, la membrane qui contient, bien sûr, on ne représente pas les lampes 1 et les lampes 2, ils sont dans cette bicouche. Hein, vous avez cette membrane du lysosome. Alors ici, vous avez la lumière. Hein. Nous avons parlé de la pompe. Voilà, la pompe à protons, d'accord, qui va faire rentrer, c'est une perméase, donc il va pomper les protons du cytosol pour garder le pH 5 pour que les enzymes restent actives. Alors, quelles sont ces enzymes-là? On va les entourer. Vous avez par exemple les lipases, d'accord, qui vont dégrader les lipides
en acide gras, en glycérol, etc., etc. Alors, tous ces éléments, je vais les entourer, tous ces éléments possèdent des perméases dans la membrane du lysosome. Et ces perméases vont permettre donc le recyclage. Ici, regardez, vous avez le recyclage de ces métabolites pour la nutrition de la cellule. La cellule va dégrader donc ces macromolécules, ces grosses molécules, en petits éléments, hein, en métabolites qui vont passer par les perméases, hein, par diffusion facilitée, hein, ou autre, hein, diffusion facilitée. Ils ont des perméases spécifiques, hein, au niveau, donc on est dans la mosaïque fluide, hein, rappelez-vous le transport passif et actif. Hein, d'accord ? Donc vous avez des perméases qui vont permettre le passage. Vous avez ici plusieurs dessins pour les perméases. Hein, donc il y a une spécificité concernant, d'accord, concernant donc les métabolites. Alors ici vous avez aussi le cholestérol qui a sa propre perméase, qui va permettre donc le passage vers le cytosol. Puis en deuxième lieu, nous avons par exemple les glycosidases. Hein. Alors quand vous avez glyco, hein, quand vous avez Y, hein, ça veut dire tous les types de sucre. Mais si vous mettez gluco, ça veut dire c'est le glucose. Glucosidase. Si vous mettez galactosidase, c'est pour le galactose. Fucosidase, c'est pour le fucose. Donc, arabinosidase, etc. Donc, glyco veut dire tous les sucres. Alors, on termine. Alors, les polysaccharides, hein, possèdent des enzymes qui vont les dégrader en monosaccharides, hein, c'est-à-dire en glucose, en mannose, en fucose, en acide sialique, etc. Et ils ont leur perméase. Voilà. Ils ont leur perméase, on a déjà vu pour le sucre, hein, pour le glucose, hein, et ils seront recyclés aussi, ils seront recyclés vers le cytosol. Donc ça, c'est les glycosidases. Puis après, on va voir après, donc changer de couleur, hein, nous avons les nucléases, hein, qui vont dégrader l'ADN, hein, la RNase et la DNase. Vous avez les DNases et les RNases. DNase qui dégrade l'ADN et RNase qui dégrade l'ARN. Et ils vont les dégrader en nucléotides, c'est-à-dire quand la base azotée elle est liée au sucre, elle est liée au phosphate. Et après, une phosphatase, on a parlé tout à l'heure de la phosphatase, va enlever le groupement phosphate. Et il sera libéré, donc, après, le nucléoside. Le nucléoside, vous avez seulement la base azotée et soit le ribose pour l'ARN, soit le désoxyribose pour l'ADN. Alors, vous avez le métabolite, donc il a sa propre perméase et il sera recyclé vers le cytosol. Il reste alors le dernier, ce sont les protéines. Alors les protéines, ils ont les protéases. Alors tous les types de protéines, donc de la cellule. Aussi des fois les jonctions cellulaires, les tonofilaments, donc ça a besoin, donc les dinéines peuvent être donc non fonctionnelles, les moteurs cellulaires, les kinésines, donc tout ce que vous pouvez imaginer comme type de protéine sera dégradé par une protéase en oligopeptide, puis après une peptidase, hein, protéase pour la protéine et peptidase pour les peptides, hein, c'est-à-dire moins de 9 acides aminés. Alors les peptidases vont dégrader les peptides, les oligopeptides en dipeptides et en acides aminés. Dipeptides sont donc formés de 2 acides aminés. Et après, vous avez la perméase de chaque type d'acide aminé. Hein. Donc, vous avez des perméases spécifiques qui vont recycler vers le cytosol. Donc, ils vont recycler vers le cytosol ces métabolites. Alors, une chose très importante, je voudrais souligner, on va la retrouver tout à l'heure. Vous avez ici donc un transporteur, une perméase, regardez, une perméase, hein, qui va permettre le passage des peptides. Alors, la lampe 2, on a trouvé dernièrement que la lampe 2A, d'accord, la lampe 2A, et en fait, c'est une perméase. En même temps, elle protège. Hein, donc, rappelez-vous le dessin qu'on a fait. On a dit la lampe
les lampes 1 et les lampes 2. D'accord? Hein? La lampe 1, donc, elle protège la membrane, et la lampe 2, hein, la lampe 2A, c'est un transporteur. Regardez ici, vous avez donc la lampe 2 qui va permettre le passage des peptides. Dans certains cas, quand la cellule a besoin de protéines ou d'acides aminés, quand elle a besoin, donc elle envoie un signal pour dégrader les protéasomes. Hein. Rappelez-vous, hein, ce sont le paraplasme qu'on a vu dans le hyaloplasme, les réserves de protéines. Donc, ces réserves de protéines seront dégradées en peptides et seront facilitées pour rentrer par la lampe 2. Cette lampe 2 va donc permettre le passage dans la lumière du lysosome, pardon, du lysosome des peptides qui seront nécessaires donc nécessaires à la cellule. Donc, ils seront digérés, etc. Donc, et qui seront recyclés à ce niveau-là. Donc, rappelez-vous ça. Je vais encore vous le rappeler quand on fera donc les schémas tout à l'heure de la digestion. Alors, comment se fait la biogénèse? Comment se forment les lysosomes? Comment se forment les enzymes du lysosome? Alors, c'est une sécrétion, rappelez-vous, hein, la sécrétion, passage du réticulum endoplasmique, vésicule de transition, appareil de Golgi et lysosome. Alors, c'est toujours le même flux, le même circuit. D'accord? Comment sont générés? Alors, c'est la même chose. Vous avez un ARN messager qui arrive du noyau, il sort du noyau, les ribosomes vont commencer la traduction du code de l'ARN messager, le message, et ils vont synthétiser un peptide signal pour une hydrolase, qui est une enzyme. Voilà, les hydrolases, ce sont des enzymes ou protéines, et il va atterrir sur le réticulum et la traduction va se terminer, puis après la glycosylation, ainsi de suite, passage dans la lumière et détachement, ce sont des protéines qui seront détachées, hein, ils vont se détacher et passer dans la lumière. Ils seront glycosylés, hein, et il y a dans la séquence, il y a du mannose. D'accord? Les hydrolases, c'est-à-dire les protéines qui sont synthétisées, possèdent dans les polysaccharides, hein, le mannose. Alors le mannose, vous l'avez ici, hein, vous avez ici le mannose et ici vous avez le glucose. Alors le glucose possède un OH qui est à l'extérieur du cycle, hein, et le mannose possède un OH à l'intérieur. C'est la seule différence. On est ici dans l'alpha, parce qu'il est en bas, le OH ici, il est en bas. Vous verrez ça en chimie et en biochimie. Alors, les hydrolases possèdent un résidu terminal, hein, au niveau de leur polysaccharide. Hein, c'est une protéine, regardez, et au niveau de l'asparagine, toujours la même chose. Hein. Et vous avez le polysaccharide, hein, rappelez-vous, le polysaccharide qui est donc accroché. Et au niveau de ce polysaccharide, il y a du mannose. Hein, on va l'entourer, par exemple, il y a des résidus mannose. Et ce mannose, il sera phosphorylé en position 6, numéro 6. Je vais entourer, regardez, le carbone 6, c'est celui-là. Hein. Donc, c'est celui-là, il sera phosphorylé. D'accord? On dit le mannose 6-phosphate. D'accord? Vous avez donc toujours le cycle. Et le carbone 6, d'accord, c'est celui-là, donc c'est H2O, et vous avez le phosphate ici. Hein, donc vous avez le 1, le 2, le carbone 2, le carbone 3, le carbone 4, le carbone 5, et ici le carbone numéro 6. Il est phosphorylé. Alors c'est ça la chose qui va être donc spéciale pour ces hydrolases. D'accord ? Alors, les hydrolases vont posséder un résidu terminal phosphorylé au niveau du carbone numéro 6. D'accord? Et ce mannose 6-phosphate, au niveau du cycle, hein, au niveau, pardon, de la protéine, hein, je vais refaire encore une fois, hein, donc, etc.
ce mannose 6-phosphate, ce groupement 6-phosphate, donc, sera reconnu au niveau de la lumière par des récepteurs. Il y a des récepteurs au niveau du transgolgien, du réseau transgolgien. Hein, rappelez-vous, on avait dit que la cavité du Golgi faisait une ségrégation. Hein? Qu'est-ce que c'est que la ségrégation? C'est une séparation brutale, hein, brutale, des protéines. Les protéines qui vont aller vers la membrane plasmique d'un côté, les protéines qui vont former les lysosomes d'un côté, ils sont triés comment? Hein? On avait dit qu'il y a peut-être des peptides signaux, mais pour le lysosome, il y a ce mannose 6-phosphate et il y a des récepteurs, hein, au niveau des membranes, bien sûr. Hein, on a un dessin. Il y a des récepteurs, hein, on est ici dans la lumière du Golgi. On aura un dessin, nous avons un schéma qui va nous expliquer ça. Et le mannose 6-phosphate, hein, je vais le mettre ici, il est reconnu, ça c'est la protéine lysosomale, il est reconnu par ce récepteur au niveau de la membrane du transgolgi. Donc on a un schéma qui est très détaillé, voilà. Voilà, donc reconnu au niveau de la lumière par les récepteurs du mannose 6-phosphate. Alors, la vésicule, une vésicule contenant le complexe récepteur-ligand, hein, le ligand c'est le mannose, hein. Hein, le ligand c'est lui qui se place sur le récepteur. Il faut faire attention, vous avez le récepteur, un récepteur c'est le mot, ou une perméase. Vous avez un récepteur, hein, au niveau de la membrane, hein, je vais le mettre comme ça, et vous avez le ligand, c'est la molécule qui se lie, hein, ce sont des mots généraux. Hein. Rappelez-vous la perméase du glucose. Le glucose, c'est un ligand et sa perméase, c'est le récepteur qui va le réceptionner, qui va le laisser le passage par diffusion, facilité. Alors, le complexe, c'est-à-dire l'ensemble récepteur-ligand, hein, il est recouvert par de la clatrine, hein, dans le cytoplasme. On verra ça. Alors, cette vésicule qui se forme, hein, donc, vous avez le transgolgien, on a un schéma. Hein, ici, vous avez la lumière. Et vous avez le récepteur ici qui colle, hein, qui va coller le mannose 6-phosphate. On va le représenter comme ça. Hein, et du côté cytoplasme, voilà, la vésicule qui va se former sera recouverte. D'accord? Elle sera recouverte par la clatrine. D'accord? Elle va bourgeonner. Donc, dans le cytoplasme se trouve la clatrine. Elle est là, hein, elle entoure toujours les récepteurs des vésicules qui sont endocytés ou qui vont bourgeonner. Il y a la clatrine, elle se trouve donc, c'est un trisqueletton, donc il est formé en, etc., comme ça, hein, triskélion, et elle va former donc un manteau et elle va entourer la vésicule. Et cette vésicule, donc, qui va se détacher, donc, recouverte de glace, elle va perdre rapidement quand elle se détache. Cette clatrine, elle est recyclée. Et elle va donc fusionner avec un endosome tardif. C'est ce qu'on va voir, donc, c'est ce qu'on va voir dans le schéma. Alors, le pH acide, donc le pH acide dès la formation de la vésicule lysosomale, hein, qui contient donc les récepteurs, plusieurs récepteurs qui tiennent les hydrolases. On parle à peu près de 40 hydrolases, hein, 40 enzymes. Chaque enzyme, hein, les enzymes sont reconnues par le mannose 6-phosphate et sont retenues par le récepteur au niveau de la membrane du transgolgien. Dès qu'il y a détachement de la clatrine après le bourgeonnement, le pH, il est acide à l'intérieur de la lumière, va permettre la dissociation du ligand, hein, c'est-à-dire des enzymes. Ils vont se détacher du récepteur. D'accord ? Ce qui libère l'enzyme active. Les hydrolases vont devenir actives, hein, dans la cavité du lysosome. Le pH acide, hein, grâce à la pompe qui devient active, hein, la pompe à protons. D'accord? Dès qu'il y a détachement de la vésicule, donc la pompe à protons va donc acidifier donc
la lumière, ce qui va provoquer la dissociation du ligand. Alors, les récepteurs qui collaient la partie mannose 6-phosphate seront recyclés vers le transgolgien ou la membrane plasmique. Vous rajoutez ça, hein, la membrane plasmique. On verra ça dans le schéma. Voilà le schéma, tout ce qu'on a raconté maintenant. Comment se fait la sécrétion des hydrolases et la biogénèse? Alors ici, on est dans un transgolgien. Hein, donc on avait le réticulum, hein, voilà, avec les ribosomes, etc. Puis après, il a bourgeonné, puis après, il a donné le 6-Golgi, il a donné le médian. Alors, rappelez-vous là, toutes les phases de maturation. Et puis après, nous avons donc le trans-Golgi, et vous avez après le transgolgien, hein, d'accord? Ici, nous sommes dans le trans-Golgi, la phase de maturation des protéines. Alors, ici, la lumière, il y a autre chose, hein. Il n'y a pas que... Il y a plusieurs protéines, glycoprotéines. Et je vais entourer, puis après effacer. Ici, vous avez l'enzyme que j'ai entourée. Vous avez la partie protéique. Voilà, je vais mettre la partie protéique, la partie peptide. Et vous avez la partie sucrée. Voilà, la partie sucrée. Et en vert, on a représenté le phosphate. D'accord? Alors, ce petit bout vert, hein, c'est le mannose, le M6P, le mannose 6-phosphate, hein, qui est collé au polysaccharide. Voilà, polysaccharide. Et vous avez la protéine. D'accord? Alors, ce mannose 6-phosphate, il est reconnu. Hein, il est reconnu. Ce mannose 6-phosphate, il est reconnu par le récepteur ici. Alors, vous avez le récepteur du mannose 6-phosphate dans la membrane, hein, du trans-Golgi. Alors, automatiquement, l'endroit où il y a les récepteurs vont venir les clatrines qui se trouvent dans le cytosol. Hein, les clatrines. Hein, ils vont entourer, vous avez vu ici, ils vont entourer, hein, la clatrine va former un manteau, coated, ça veut dire mantelé. C'est une vésicule, hein, qui est donc formée de clatrine, comme vous voyez ici, cette clatrine. Alors, juste après, les trischélions, c'est-à-dire formés de 3, hein, vous avez les protéines, rappelez-vous votre cours sur les premiers chapitres. Alors, la clatrine, elle se détache, d'accord? Elle se détache. Ça y est, elle a terminé. Hein, elle va entourer seulement les vésicules qui vont après bourgeonner et se détacher. Puis après, donc, il y a recyclage des trischélions et vous avez la vésicule uncoated, ça veut dire nue ou donc sans manteau. D'accord? Avec le récepteur toujours retenant donc, ici on vous représente une seule enzyme, mais il y a des quarantaines d'enzymes, plusieurs copies d'enzymes. On est dans une mosaïque fluide et il y a des milliers de récepteurs, hein, qui retiennent les enzymes. Hein. Il n'y a pas une seule enzyme qui est sécrétée, plusieurs, hein, qui sont tous phosphorylés au niveau du carbone 6 du mannose qui se trouve dans le polysaccharide, qui est collé au niveau de l'asparagine de la protéine lysosomale. Puis après, bien sûr, ce récepteur, ça y est, il a terminé dès qu'il y a détachement des clatrines, et lui aussi, il est recyclé. Voilà, il va se détacher. Hein. On représente toujours ici un seul, mais imaginez, d'accord, imaginez qu'il y a plusieurs types, qu'il y a plusieurs récepteurs. Alors, donc ici, donc vous avez ici détachement, donc les deux vésicules vont se détacher. Hein, et il y a recyclage, regardez, recyclage du récepteur. Alors, il faut bien faire attention. Soit il est recyclé au niveau du trans-Golgi, soit il est recyclé au niveau de la membrane. Alors, ce petit trait ici, hein, je vais le mettre, voilà, je vais le mettre en jaune, regardez. Vous avez ici, c'est la membrane plasmique. Hein, vous avez la membrane plasmique. Soit il est recyclé au niveau de la membrane plasmique. Donc, soit
au niveau du trans-Golgi, hein, soit au niveau de la membrane plasmique. Et après, nous avons notre lysosome, hein, c'est une vésicule de transport. Hein, rappelez-vous ici, vésicule de transport, d'accord, ou de sécrétion, qui va nous donner notre lysosome avec les 40 enzymes à l'intérieur. C'est ça comment se forment les enzymes lysosomales, hein, biogénèse, hein, par la sécrétion qu'on a vu, mais spécialement par le tri. Il y a un tri. Farz, donc les protéines sont triées à l'intérieur du trans-Golgi, hein, pour les exports, pour les destinations. Alors, on va voir maintenant les rôles physiologiques du lysosome. Alors, les rôles, ils sont très nombreux. Hein. Donc, les lysosomes les lysosomes, l'organite, il y a beaucoup de lysosomes dans les cellules qui font le nettoyage dans l'organisme. D'accord? On va les trouver beaucoup dans les macrophages, dans les granulocytes polynucléaires acidophiles, dans les polynucléaires neutrophiles, on dit aussi microphages. Alors, les macrophages mangent les gros morceaux, macrophages, phagos veut dire manger. Et les granulocytes neutrophiles, c'est un type de cellule immunitaire, ils mangent les petits morceaux. Ils font le nettoyage, donc des petits morceaux. D'accord? Alors, on va voir la digestion intracellulaire parce qu'il y a aussi une digestion extracellulaire. Alors, la digestion intracellulaire, des choses qui arrivent de l'extérieur, hétérophagie. Alors, les substrats exogènes qui arrivent de l'extérieur, qui sont endocytés. Alors, rappelez-vous, on a vu l'endocytose, on a vu la phagocytose et on a vu la pinocytose. On va voir la digestion des liquides et des solides et la digestion des substances qui rentrent donc par récepteur. Alors, les endocytés vont être digérés après la fusion avec un lysosome primaire qui contient que les hydrolases. Alors maintenant, l'autophagie. L'autophagie va concerner les substrats de la cellule elle-même. Alors, quand les organites ne fonctionnent pas bien, etc., donc la cellule, elle fait le nettoyage. Elle va éliminer donc les substances qui ne marchent pas bien. Alors, il y a 3 types d'autophagie. Hein? Vous avez l'autophagie par séquestration. Hein? Alors, quelqu'un qui séquestre un criminel va séquestrer une victime, c'est-à-dire il va la mettre dans une prison. Donc, c'est la même chose. Hein. Le lysosome va séquestrer, va emprisonner, hein, on verra tout à l'heure, une mitochondrie, un peroxysome, un ribosome ou des ribosomes qui ne marchent pas bien, etc. Donc, il va séquestrer, il va emprisonner donc l'organite. Et nous avons une autophagie par endocytose, on verra comment, pas de l'extérieur, mais c'est le lysosome qui va faire, il va endocyter lui-même, hein, la substance. Il va faire comme une endocytose, hein, c'est le lysosome. Il va se déprimer pour entourer la substance. C'est une autophagie par endocytose. Et la crinophagie, crinophagie. Crino, rappelez-vous, on a dit crini. Crini qui est la sécrétion, quand il y a substance. Hein. Alors la cellule, quand elle fabrique beaucoup de protéines et qui compte plus de protéines, la cellule, elle ne va pas tout sécréter, elle ne va pas tout envoyer à l'extérieur. Elle va réguler, hein, elle va contrôler la sécrétion et elle va éliminer ce qui est en plus. D'accord? Elle va manger ce qu'elle a formé en plus. Donc, la cellule va utiliser seulement ce qui est nécessaire. D'accord? Puis, ce qui est en plus, qui ne va pas être utilisé, elle va le dégrader. C'est la crinophagie, c'est-à-dire manger la sécrétion ou régulation de la sécrétion. Alors, dans tous ces cas-là, les lysosomes secondaires, après avoir digéré, vont donner des corps résiduels. Il y a des choses qui ne seront pas dégradées, hein, ils vont contenir les déchets, hein, qu'elle va rejeter. Hein, certains déchets non digérés seront rejetés. Alors voilà une figure qui représente
l'ensemble des dégradations réalisées par le lysosome, hein, d'accord? Vous avez l'autophagie et donc l'hétérophagie. Endocytose, hein, c'est hétérophagie. C'est écrit en anglais, hétérophagie. D'accord. Alors, l'autophagie, c'est la dégradation du matériel cytoplasmique, hein. C'est écrit en anglais, c'est exprès que je vous laisse des photos en anglais. Vous allez en S2, S3, S4, etc. Après, vous allez utiliser, vous aurez besoin de l'anglais. D'accord? C'est pour ça que je vous laisse donc des mots en anglais pour vous habituer, hein. D'accord? Vous utiliserez donc les articles en anglais, etc. Vous allez surfer sur Internet, sur Sciences Direct et vous allez chercher donc les articles, etc. Vous serez obligé de lire les articles en anglais. Alors, autophagie, hein, c'est la dégradation du matériel cytoplasmique. Alors, soit c'est une dégradation des gros morceaux, macro-autophagie, soit encore micro-autophagie, des petits éléments. Tout à l'heure, je vous ai dit endocytose, hein. Ici, c'est la sécrétion. Ici, c'est l'endocytose. Et ici, vous avez donc digestion des substances spéciales, hein. Hein, rappelez-vous la lampe de A. Hein, on va détailler tout ça tout à l'heure. D'accord? Soit vous avez la séquestration. Hein, vous avez, par exemple, une mitochondrie qui ne marche pas bien. Elle est trop grosse pour un lysosome. Hein, vous avez une lame qui va l'entourer. C'est la séquestration. Elle va emprisonner et elle va dégranuler les enzymes, etc. Puis vous avez, hein, des fois, le lysosome, il est là, le lysosome primaire, il est là, et vous avez des composés cytoplasmiques qu'il va endocyter. Regardez, il se déprime ici, et il va entourer, il va endocyter la... Alors, le lysosome, il est jaune, hein, les enzymes sont colorées en rouge à l'intérieur. Il va endocyter, c'est la micro-autophagie. Et des fois, il va intégrer, il va laisser passer, rappelez-vous, hein, des protéines, par exemple. Hein, vous avez des petits bouts de protéines qui viennent de protéasomes. Ils seront marqués. Hein, vous avez un chaperon, une enzyme chaperon, une protéine chaperon qui va emmener il va diriger, hein, cette protéine à dégrader, hein, qui possède un motif. Hein. C'est une enzyme qui peut être, donc la chose à dégrader, la protéine à dégrader possède un motif. Donc le chaperon, la protéine chaperon va la reconnaître. D'accord? Elle va la reconnaître par ce motif-là qu'elle a dans la séquence et elle va lui permettre le passage, elle va donc l'emmener vers la lampe 2 qui se trouve dans la membrane du lysosome et elle sera intégrée pour être dégradée dans les lysosome. Ça, c'est l'autophagie, on va voir en détail après. Et puis, vous avez l'hétérophagie, on a déjà vu ça dans la membrane plasmique, on a vu les transports par les transports cytotiques. Hein. Donc, soit vous avez la phagocytose, hein, l'endocytose, soit vous avez la pinocytose, des liquides. Hein. Ici, vous avez les solides. Ici, vous avez les liquides. Hein. On avait seulement cité ça. Et vous avez l'endocytose par récepteur, médié, hein, médié par récepteur. Et ici, bien sûr, vous avez la clatrine à l'intérieur du cytosome. D'accord? Alors, c'est un puits qui est recouvert par la clatrine. Coated vésicule. Hein. Vésique, ça veut dire vésicule mantelée. Elle va perdre le manteau, c'est-à-dire, non, ça c'est le récepteur, pardon, hein, pour ne pas dire des bêtises. Hein. Donc, elle va perdre le manteau, qui est ici la clatrine. Hein. Vous avez ici des petites dents, la clatrine. Et puis après, le récepteur, hein, sera recyclé, comme ce qu'on vient juste de dire. Et ici, vous avez des endocytoses, hein, donc dégradation du matériel extracellulaire. D'accord? Alors ici, on est dans la digestion. Hein, digestion, parce que tout à l'heure, on verra la digestion extracellulaire, intracellulaire. Alors, soit des substances qui arrivent de l'extérieur, soit des substances qui arrivent de l'intérieur. Donc, voilà, intracellulaire. On commence par ce qui est donc hétérophagie, hein, les substances qui rentrent de l'extérieur, hein, extracellulaires. Hein. Donc, soit c'est des liquides, voilà, vous avez la vésicule, on dit les pinosomes, ou la vésicule de pinocytose,
hein, vous avez ici le matériel soluble, hein, c'est des gouttelettes lipidiques ou autres, des liquides. Et le lysosome primaire, et je vais mettre ici primaire, hein, va fusionner avec cette vésicule-là. Ils vont fusionner, et après vous avez la digestion que vous voyez ici. Ou encore, c'est une bactérie ou autre, hein, matériel solide, hein, mangé, hein, donc, et vous avez ici le phagosome. Alors, pinosome pour liquide, phagosome pour solide. Et fusion, comme vous voyez ici, fusion, hein, toujours fusion, avec cette vésicule et digestion. Alors, ici, vous avez la dégradation par les hydrolases. D'accord? Puis après, nous pouvons aussi avoir du matériel spécial, hein, donc réceptionné par des récepteurs. Alors l'endroit, toujours, c'est la même chose. Hein, le récepteur, l'endroit où il y a le récepteur sera recouvert par la clatrine. La clatrine, qui est le manteau cellulaire. Hein, c'est un manteau formé, pardon pour l'écriture, hein, c'est les triskelions, d'accord, qui se trouvent dans le cytosol. Ici, c'est le cytoplasme. Après, il se détache, ce manteau se détache et l'endosome va fusionner avec un lysosome primaire et bien sûr, le récepteur sera recyclé. Hein, vous avez ici le recyclage vers la membrane plasmique ou encore vers l'appareil de Golgi qu'on ne voit pas ici. C'est l'autérophagie. Alors, l'autophagie, on a dit là, l'autophagie des gros morceaux, c'est la séquestration. D'accord? Alors ici, vous avez une lame, hein, donc une lame du réticulum, on verra tout à l'heure. Hein, donc, on verra que les lysosomes peuvent provenir d'un type de réticulum qu'on appelle le GER, là. On verra tout à l'heure. D'accord? Alors ici, vous avez séquestration. Hein, séquestration, comme vous voyez, ça entoure la mitochondrie, elle est trop grosse. Hein, l'organite, ici, vous avez une mitochondrie, par exemple, elle est trop grande. Un petit lysosome ne peut pas entourer toute cette organite. Alors, c'est pour ça qu'il y a une lame, hein, toute une sacule du RE spéciale qu'on appelle le GER, là. On verra tout à l'heure. Hein, qui va entourer, qui va emprisonner, qui va séquestrer l'organite. Hein, voilà, donc après cette partie-là, regardez, il y a donc la partie, la lumière, c'est le bleu. Donc, il va déverser les enzymes qui se trouvent ici dans la lumière. Hein. La lumière, d'accord, ici se trouvent les enzymes lysosomales. Et hop, vous avez aussi fusion, on verra, donc fusion et dégradation avec d'autres lysosomes. Alors ici, la micro-autophagie. Hein, c'est des éléments du cytoplasme, hein, qui vont être endocytés. Hein, endocytés, comme vous voyez ici, hein, ils sont endocytés. Hein, et là, vous avez une vésicule d'endocytose dans le lysosome lui-même, dans la lumière. Et après, vous avez la dégradation. Ici, nous avons dans cette partie-là, hein, une autophagie médiée par un chaperon. Alors, le chaperon, c'est une protéine. Vous avez ici représenté, regardez, vous avez ici cette chaperon. Elle est représentée par ce carreau vert. Alors, ce chaperon va reconnaître donc une protéine qui sera dégradée, hein, une protéine avec un motif. Hein, ne vous occupez pas de ça. Un motif. C'est comme un petit bout de protéine ou peptide que peut reconnaître la protéine chaperon. Elle va se lier, regardez, vous avez ici donc ce groupe chaperon plus la protéine avec le motif qui sera donc dans le passage dans le lysosome sera facilité par la lampe de A qui va jouer aussi le rôle de perméase. D'accord? La lampe de A, c'est aussi une perméase. Hein, des protéines qui proviennent de la dégradation des protéasomes. On a déjà vu ça tout à l'heure. Alors ça, c'est la digestion, on a dit intracellulaire, l'autophagie, quand la cellule fait donc le nettoyage à l'intérieur. On arrive maintenant à la digestion extracellulaire. Hein? Alors, dans la digestion extracellulaire, ça veut dire que la digestion se fait à l'extérieur de la cellule. Alors, automatiquement, les hydrolases vont être exocitées dans le milieu extracellulaire
après la fusion du lysosome avec la membrane plasmique. Hein. C'est une exocytose tout à fait normale, d'accord? Et automatiquement, il y a des versements à l'extérieur. Donc, vous avez la membrane et vous avez le lysosome avec, bien sûr, c'est lampe 1 et lampe 2 qui va fusionner. Hein. Ici, c'est les lampes 1 et lampe 2. Hein. Ils vont se retrouver à l'extérieur. Et le tout sera exocyté à l'extérieur de la cellule, où se fera la digestion. Alors, quand est-ce qu'on voit ce type de digestion? Dans des tissus qui sont spéciaux. Alors, je vais vous donner un exemple chez les humains, hein, et chez les animaux, et un exemple chez les végétaux. Alors, nous, les vertébrés, hein, possédons de l'os et du cartilage. Hein. Alors, dans l'os qui est dur, hein, alors, pardon, quand l'os qui est dur et le cartilage qui est élastique et aussi il est dur, comment il est réparé? Par exemple, quand on se casse un os, hein, je vais vous dessiner un petit os cassé. Comment il est réparé? D'accord? Hein? Comment il est donc recollé? Alors, même si on met le plâtre, hein, le GOPS, etc., donc, il se passe des choses. L'os, puisque c'est un tissu qui est dur, cette partie sera détruite, hein, il est détruit, puis refait. Donc la partie qui est comme ça, donc sinueuse, où il y a la fracture, sera détruite, puis elle sera, hein, donc la fracture sera détruite, puis reconstituée, réparée. Alors les cellules qui font cette destruction, on les appelle les ostéoclastes. Ostéo veut dire os. Alors ces cellules qui sont en vérité des macrophages, hein, des macrophages, donc qui ont migré dans l'os, vont dégrader l'os, hein, plus le cartilage. D'accord? On dit que l'os et le cartilage sont remodelés, hein, quand il y a une cassure, une fracture, si on peut dire. Hein. Donc, l'os, il est détruit, puis il est reconstitué. Par exemple, quelqu'un qui se fracture un os, on lui met le plâtre. Et pendant les 3 semaines ou 1 mois, cela dépend de la fracture. Hein. Des fois, il faut mettre des clous, hein, des clous en métal pour aider l'os à se reconstituer. D'accord? Alors, pendant que l'os il est dans ce plâtre, si on peut dire, hein, où l'organe, la main, le bras ou le pied, il est dans le plâtre, donc les ostéoclastes vont manger tout ce qui est sinueux, toute la partie sinueuse. Et il y a d'autres cellules qu'on appelle maintenant les ostéoblastes. Alors, ostéoblastes vont refaire l'os. Alors, les ostéoclastes, hein, imaginez, hein, quelqu'un qui va détruire, par exemple, hein, qui va détruire un mur ou une maison et un autre qui vient après, il va reconstituer. L'un détruit et l'autre reconstitue. C'est la même chose, d'accord? On dit qu'il y a remodelage. C'est ça ce que veut dire le remodelage. Le cartilage aussi, hein, il peut être détruit par l'ostéoclaste et il est remodelé donc après. Alors le cartilage, il se forme à partir de l'os. Hein. Donc, il se forme à partir de l'os. Si vous faites de l'histologie, vous verrez comment il se forme. Alors ici, je vous ai mis une photo où on peut observer tous les types de cellules qu'il y a dans un tissu osseux. Nous avons ici, hein, on a pris donc, voilà, je vais vous mettre un petit os. Voilà, un petit os. Alors l'os, il y a une cavité à l'intérieur, hein, voilà, et vous avez de la moelle, donc la moelle jaune, ici. Alors, dans l'os, si on fait une coupe au niveau de l'os, hein, donc cette coupe-là, elle est réalisée à ce niveau-là. Hein. D'accord? Et je vais vous mettre en rouge, hein, ces ostéoclastes, regardez ces ostéoclastes, hein, et ostéoblastes, où est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent à la surface de l'os.
Hein, ils sont là, voilà, ils sont là à la surface de l'os. Hein. Vous avez ces ostéoblastes. D'accord? Ils sont intégrés dans l'os, mais ils sont à la surface, interne ou externe. Voilà, ils sont au niveau des surfaces externes ou internes de l'os. Et l'intérieur, l'os dur, alors l'os dur ici, hein, c'est ça, on trouve ce qu'on appelle par ostéocyte. D'accord? Alors tout simplement, vous avez ici, quand il y a cassure, l'ostéoclaste va déverser les enzymes lysosomales. Il va exociter, il va déverser, hein, il a une bordure en brosse, donc une bordure, vous avez des microvillosités, hein, n'importe comment, hein, c'est comme une bordure en brosse, hein, d'accord? Et il va déverser les enzymes lysosomales dans la cavité de l'os. Hein, donc, et on imagine, hein, qu'il y a ici une cassure, hein, les enzymes seront déversées ici, et bien sûr, ils vont manger, hein, ils vont manger l'os. Ils vont manger l'os. Hein. Imaginez, hein, une machine qui va creuser dans une montagne pour faire un tunnel. Exactement la même chose. D'accord? Hein, vous avez les perforeuses, hein, les grandes machines qui vont donc perforer, hein, ils vont trouer la montagne, si on peut dire. Hein. Même chose, cette ostéoclaste, c'est une cellule qui est riche en enzymes lysosome, hein, et elle va dégranuler, elle va exociter, hein, exociter à l'extérieur, et bien sûr, cette matrice, la matrice osseuse, ce tissu osseux sera mangé. Hein. La matrice osseuse, c'est quoi? C'est des protéoglycanes, c'est des protéines et des polysaccharides. Hein, et des groupements sulfates, etc. Vous avez des protéines, des sucres, etc. C'est une matrice qui est dure, hein, avec du calcium aussi, hein, donc sulfate, les sulfates, le calcium, etc. Même chose, le cartilage, il possède des groupements sulfates, il est élastique, etc. Il y a des fibres collagènes ici, des fibres d'élastine, etc. Et quand il va rencontrer un ostéocyte, hein, l'ostéoclaste, hein, va digérer tout sauf le noyau. Hein. C'est pour ça que vous avez plusieurs noyaux ici. Il ne peut pas digérer, il garde le noyau. D'accord? C'est une cellule multinucléée. Donc, imaginez qu'il va perforer, il va manger le tissu osseux et il va faire un tunnel. Puis après, viendra l'ostéoblast juste après pour synthétiser le tissu osseux. D'accord? L'un détruit, l'ostéoclaste va détruire, et l'autre va fabriquer le nouveau os. Alors, bien sûr, il va fabriquer de l'os, il va fabriquer de l'os, hein, partout, l'autre il va détruire, hein, on va dire il va détruire, et il va manger tout ça, mais l'ostéoblaste va former l'os, et il sera emprisonné à l'intérieur. Hein, il va donner un ostéocyte. Quand il est emprisonné, hein, le tissu osseux, hein, il va donner un ostéocyte et il ne va plus faire de la synthèse. Donc, bien sûr, l'ostéoblaste, il sera régénéré, il se multiplie, il se divise beaucoup. Et il restera toujours, vous avez ici, regardez, les cellules bordantes, hein, qui sont des cellules qui vont se diviser pour donner d'autres ostéoblastes. C'est comme ça que se fait le remodelage de l'os. D'accord? Alors l'endroit, hein, l'endroit où il y a la dégradation, on dit la résorption ou destruction. D'accord? Donc la lacune, hein, c'est l'endroit, c'est le vide, hein, vous avez ici, regardé. Hein, le tunnel sera formé ici. À chaque fois qu'il va rencontrer, donc bien sûr, il y a plusieurs ostéoclastes qui vont manger, et celui-là, il va former de l'os et il va s'entourer par le tissu osseux et il va devenir ostéocyte. Bien sûr, les cellules bordantes vont se multiplier et vont donner d'autres ostéoblastes qui vont rester toujours, hein, donc au-dessus, donc vers la périphérie de l'os. Donc toujours, il y a en périphérie ces cellules ostéoclastes qui détruisent et qui forment.
Donc ça, c'est l'exemple chez les tissus animaux. Alors, chez les cellules végétales, hein, on va prendre les champignons. Hein. Comment se nourrissent les champignons? Alors, les champignons, ils sont formés par des mycéliums. C'est quoi? Hein? C'est des cellules liées les unes aux autres, comme des rubans. Hein, voilà, vous avez des cellules hein, comme ça. Alors, cellules végétales, bien sûr, hein, avec une paroi. Une paroi, ça, c'est un mycélium. Hein, l'ensemble de cellules, hein, c'est le mycélium. Alors, ce mycélium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter les enzymes lysosomales à l'extérieur et va dégrader les substrats. Hein? Puis après, il va les absorber, il va les remanger, hein? Il va les dégrader en petites molécules qui vont passer après. Hein? Il va être absorbé par les cellules. Hein? C'est une dégradation extracellulaire chez les végétaux. Là, vous avez ici, regardez, un champignon. Il est en vérité formé par des mycéliums. Hein? C'est ce que je vous ai dessiné ici. Hein? Vous avez le pied, hein? Et à l'intérieur, si vous faites une coupe, vous observez au microscope, hein? Ou à la loupe, vous allez observer ces cellules l'une à côté de l'autre. Et vous avez un chapeau. D'accord? Et ici, vous avez le mycélium. Alors, ce mycélium, qu'est-ce qu'il y a? Donc, bien sûr, il y a les spores régénératrices hein, pour la multiplication. Alors, comment il va digérer? Il va tout simplement déverser à l'extérieur. À l'extérieur. Ici, c'est le sol. Hein, on est dans le sol. D'accord? Ici, on a l'air ici. D'accord? Alors, il va rejeter les lysosomes. Hein, il va exociter et il va dégrader les substrats, puis après, il va les réabsorber. Hein, il va les réabsorber. Il va après les réabsorber sous forme de petites molécules. Voilà, en petites molécules. Alors, un autre exemple chez les végétaux. Alors, vous avez déjà, donc, vous connaissez les graines, hein, les lentilles, hein, l'indus, l'oubia, etc. D'accord? Ce sont des graines de réserve, hein, ce sont des formes de réserve. Alors, dans les graines des plantes, hein, alors les graines, hein, vous pouvez donc garder en réserve ces graines tant qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas de l'eau, hein, vous avez des réserves pour, c'est-à-dire manger, etc., pour planter si vous êtes agriculteur, etc. Alors, dans les graines des plantes, toutes les réserves qui vont former la nouvelle plante hein, sont stockées, hein, les protéines, les lipides, les sucres sont stockés dans des vacuoles. Hein. Imaginez, la cellule forme des fruits, puis après, vous avez des graines, etc. Dans le fruit, il y a des graines. Hein? Donc, ces graines sont en vérité à l'intérieur de ces graines qui sont des formes de réserve. Hein? Donc, les réserves, les protéines, les lipides, etc., sont stockées dans des vacuoles. Et ces vacuoles, on les appelle les grains de réserve ou grains d'aleurones. Aleurones, hein, vous avez le mot aleurone. D'accord? Alors, quand on regarde, par exemple, l'oubia, etc., les haricots ou encore les lentilles, etc., on voit à l'intérieur qu'il y a des grains d'aleurones qui sont en vérité des vacuoles de réserve. Alors, ces vacuoles, ce sont des lysosomes secondaires. Hein? Si on peut dire endormis, qui ne font rien, parce qu'il n'y a pas d'eau. La graine va les former, hein? Et nous, on rassemble les graines. Par exemple, vous avez par exemple le blé. Hein? Donc, on prend ces graines et on va faire le semis. On peut semer. D'accord? Alors, ou encore, si on veut manger, par exemple, hein, si on veut germer, avant de vous donner un conseil pour la germination et pour l'utilisation des haricots. Alors, quand on veut faire germer ces graines pour les planter, on va leur rajouter de l'eau. Pendant la germination, donc, il y a réhydratation, quand vous donnez de l'eau, et les grains d'aleurones qui sont en vérité des lysosomes secondaires, ça veut dire qu'ils contiennent le substrat plus les enzymes, mais il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas l'eau hein, pour faire la dégradation. Alors, dès qu'il y a présence d'eau, la réhydratation, donc, ces grains d'aleurones, ces lysosomes secondaires vont gonfler et
Ils vont fusionner pour former de grosses vacuoles et les hydrolases vont s'activer pour digérer les réserves. Alors pourquoi? Parce que les réserves sont sous forme de grosses protéines, de lipides complexes et de polysaccharides. Et ils vont être dégradés, hein, rappelez-vous la dégradation par les lysosomes, en acides aminés, hein, en acides gras, etc., en monosaccharides, etc., pour qu'il y ait le métabolisme primaire pour donner la future plante, la nouvelle plante. D'accord? Ça veut dire quoi? Par exemple, quand vous avez des haricots, hein, ou des lentilles, hein, donc quand vous voulez préparer un plat avec les haricots, hein, haricots, hein, il faut les laisser germer, pas germer, hein, il faut les laisser tremper 24 heures. Hein. Si vous voulez les préparer aujourd'hui, il faudra les tremper dans de l'eau hier, par exemple. Vous avez vu peut-être vos mamans, hein, mettre des lentilles ou des haricots dans l'eau. Hein, cela permet aux lysosomes secondaires de dégrader les grosses molécules, les protéines, les lipides. Et après, vous avez des acides aminés simples, vous avez des acides gras simples, vous avez des sucres simples et qui sont beaucoup plus faciles pour la digestion. Alors, quand vous mangez un plat qui a été déjà de lentilles, qui a été déjà trempé 24 heures, ça veut dire que vous aurez une digestion qui est très facile. Hein? Ces métabolites sont prêts pour être métabolisés pour donner une nouvelle plante, si vous voulez, hein, ou pour être digérés. Hein, c'est ça l'astuce, ce sont des lysosomes secondaires à l'intérieur des graines, hein, et cela permet une meilleure utilisation. Alors on arrive maintenant, pour boucler ce lysosome, hein, on arrive à la pathologie, hein, ça veut dire les pathologies, hein, les maladies. Alors on va trouver des maladies qui sont liées, regardez, nous avons le lysosome, hein, vous avez la membrane qui est dangereuse, d'accord? Et vous avez les enzymes qui sont à l'intérieur. Hein. Donc, quand il y a des problèmes au niveau de la membrane et quand il y a des problèmes au niveau des enzymes. Alors, s'il y a des problèmes au niveau de la membrane, le lysosome va éclater et va digérer, va détruire toute la cellule, puis après tout le tissu. Donc, on va dire quelles sont les maladies qui font ça. Et quand il y a un problème d'enzymes, nous avons à peu près 40 enzymes, quand il n'y a pas d'ARN messager, quand il y a un problème, quand il y a un changement, une altération dans le gène et que l'enzyme est absente à l'intérieur du lysosome. Alors, quand il y a absence d'une enzyme qui dégrade un sucre, par exemple le glucose, ce glucose va rester dans l'enzyme, dans le lysosome, dans la lumière, et il ne va pas être digéré. Hein, il va rester et il va gonfler la membrane, gonfler la cellule et ça va créer des problèmes. On va voir l'exemple des muscles, par exemple. Alors, on va voir maintenant, dans certaines conditions, on vous dit, dans certaines conditions défavorables. Hein, par exemple, quand on jeûne pendant le ramadan, d'accord? Ou encore quand on jeûne un jour ou deux ou trois, par exemple. Hein, quand les cellules hein, n'ont pas d'éléments, n'ont pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ils vont dégrader, hein, ils vont faire le nettoyage. À l'intérieur, ils vont faire de l'autophagie. Quand il y a un problème d'oxygène, en cas d'absence d'oxygène, quand il y a des irradiations par des rayons, destruction de certains tissus, quand certains tissus hein, sont détruits, ou des cellules, ou des organites, hein, c'est-à-dire il y a formation hein, de vacuoles autophagiques qui vont éliminer les parties altérées, qui sont détruites. D'accord? Ils vont éliminer complètement ces parties, ils vont régénérer donc d'autres organites qui sont nouveaux et des tissus qui sont nouveaux. Alors, les anomalies, donc, il y a des anomalies donc concernant, on a dit les conditions défavorables, hein, etc. D'accord? Hein, le jeûne, c'est-à-dire Ramadan, etc., il est bénéfique. Hein, on peut faire le nettoyage hein, donc, de notre organisme en faisant donc, le jeûne. D'accord? Vous pouvez trouver sur YouTube hein, plein de médecins où il y a des cliniques qui font des thérapies par le jeûne. Hein, donc pour aider les malades à régénérer
donc leurs cellules, etc. Faire le nettoyage, parce que la cellule, quand elle n'apporte pas, donc elle ne fait pas de l'import des aliments, etc., de l'extérieur, elle va commencer à faire le nettoyage à l'intérieur, hein, à l'intérieur du cytoplasme. Elle va dégrader tout ce qui va regarder s'il y a, si on peut dire regarder, hein, donc elle va voir donc ce qui ne marche pas bien, etc., et elle va faire le nettoyage. Autre chose, quand il y a un problème, une destruction d'un tissu ou d'un organe, etc., donc les cellules commencent à faire le nettoyage. Ils vont fabriquer des vacuoles autophagiques pour éliminer les substances ou les parties altérées de ces cellules-là. Alors, ça, c'est donc les conditions défavorables. Il y a aussi d'autres anomalies qui sont liées, on a dit tout à l'heure, à la membrane ou encore aux enzymes et qui peuvent donner plusieurs maladies. Alors, on va voir maintenant les problèmes liés à la membrane. Alors, des fois, quand certains facteurs fragilisent la membrane, celle-ci va éclater. Par exemple, en présence de certains virus. Donc, ils vont fragiliser, ils vont attaquer la membrane du lysosome, qui va éclater, tous les enzymes vont sortir et vont dégrader la cellule. Ou encore, certaines bactéries vont lâcher, vont sécréter des endotoxines. Hein. Rappelez-vous, la listeria, je vous ai montré un film que je vous ai envoyé dans la publication, que je vous ai publié. Vous pouvez aller voir comment cette bactérie, la listeria, hein, va déverser, va excréter une endotoxine. C'est une glycoprotéine hein, qui va créer des problèmes et va fragiliser hein, la membrane, deviendra fragile. D'accord ? Il y a aussi des matières non biodégradables. Hein, des fois, la cellule, le macrophage avale des cristaux d'urate, hein, des cristaux, d'accord ? D'urate de sodium. C'est l'exemple que je vous ai mis ici. Et bien sûr, quand la membrane éclate, les enzymes vont détruire toute la cellule et puis après tout le tissu. Alors, l'exemple que je vous ai mis, c'est la destruction des macrophages ou des granulocytes par les cristaux d'urate dans la maladie de la goutte. Les gens qui mangent beaucoup de viande, hein, beaucoup de viande, hein, beaucoup de viande, hein, ils font des déchets, de l'urée. D'accord ? Cette urée, on fait toujours les analyses d'urée dans le sang chez certaines personnes. D'accord ? Pour voir est-ce qu'il y a... Hein, donc cette urée va donner des cristaux d'urate qui sont... Regardez ici les cristaux d'urate au niveau des articulations. Donc dans les articulations, regardez ici, vous avez deux os. Et vous avez ici la poche, vous avez l'articulation. Et à l'intérieur, hein, vous avez un liquide. C'est le liquide synovial. Hein, la voiture, hein, lubrifiant. Quand vous mettez de l'huile, hein, dans le moteur de votre voiture ou de votre moto, hein, c'est un lubrifiant. C'est comme le liquide synovial. Hein, ça permet le glissement des cartilages au niveau des articulations. Ici, vous avez hein, donc un os et un autre os. Ici, vous avez une articulation. D'accord ? Alors, l'urée qui donne des cristaux d'urate, quand ils sont très... D'accord ? Qui s'accumulent, il y a beaucoup, hein, des cristaux d'urate hein, qui sont forme d'aiguilles, minces et longues. Alors ici, c'est une observation au microscope à lumière polarisée. Vous ferez en géologie. Hein, vous verrez les cristaux hein, dans les TP de géologie. Hein, il y a des microscopes à lumière polarisée. Hein, et on peut observer, ici on vous dit le jaune, ce sont les cristaux d'urate, hein, tout ce qui est jaune. Hein, c'est ce que vous avez ici. Alors ces cristaux d'urate, des fois, donc, sont avalés. Hein, ils s'accumulent dans les cellules. Hein, et ils sont avalés par les granulocytes. Ils ne sont pas biodégradables. Alors ici, on voit rapidement une photo. Hein, le phagocyte. Hein, ici, vous avez un granulocyte. Hein, c'est une cellule immunitaire, hein, le macrophage, qui fait le nettoyage dans les tissus. Hein. Alors, le granulocyte va phagocyter, va endocyter, comme vous voyez ici, des cristaux d'urate de sodium. Puis après, il va former le phagosome, tout normalement comme ce qu'on a dit. Et ce phagosome, il est reconnu. Hein, dans le lysosome, il peut reconnaître les phagosomes à manger, qui contiennent les objets qui viennent de l'extérieur. Hein.
les vasicule d'endocytose à manger. D'accord? Et il va, regardez ici, il va fusionner. Il y a plusieurs lysosomes qui fusionnent. Mais le cristal n'est pas biodégradable. D'accord? D'accord? Il contient, c'est un cristal d'urate de sodium. Hein? Les enzymes vont être déversées à l'intérieur et il y a interaction entre la membrane du lysosome et ces enzymes, ce qui va faire éclater, et le cristal, ce qui va faire éclater hein, le phagosome. Hein? D'accord? Et tout le granulocyte, hein, il va être digéré, comme vous voyez ici. Donc, éclatement de la membrane et le granulocyte, il est mangé. Hein, il est avalé par les enzymes lysosomales, ce qui donne des douleurs au niveau des articulations, surtout les articulations. D'accord? Ce qui donne l'arthrite. Alors ici, c'est un autre exemple, mais c'est le même exemple mais, détaillé. Hein, vous avez regardé l'endocytose par le granulocyte. Hein, et vous avez ici son noyau. C'est la même chose, mais un peu plus détaillé. Alors, les cristaux d'urate que vous avez ici, qui seront avalés, hein, endocytés. Voilà, fusion avec les lysosomes. Puis après, la membrane, donc il y a interaction du cristal avec la membrane du lysosome et rupture, éclatement de la membrane et libération des hydrolases et destruction, la lyse de tout le macrophage. Hein? Et puis après, la membrane plasmique aussi, elle est détruite. Alors, ça se trouve aussi donc, au niveau des articulations. Alors, imaginez toutes les articulations. C'est ce qu'on peut voir chez un être humain. C'est la partie qu'on peut voir, ce sont les articulations. Voilà, donc ici, vous avez regardé, surtout au niveau des mains et des pieds. Hein, ici, au niveau des pieds, donc vous avez les fluides synoviales. Hein, l'os, il est mangé. Hein, vous avez les cellules osseuses hein, et les cristaux d'urate qui sont sécrétés ici. Hein, vous avez ici du bleu et il donne une inflammation. Vous avez regardé les articulations. Hein, là, c'est le début. Et là, vous avez complètement une destruction de l'os et du cartilage. Hein. Alors, regardez ici, c'est une observation par la tomodensitométrie hein, chez un médecin. Hein. Vous avez ici destruction, regardez, destruction. Là, alors là, cette personne donc fabrique beaucoup de cristaux d'urate et alors ça peut être donc c'est très très douloureux. Alors c'est la partie qu'on peut voir, ce sont les mains. C'est très douloureux. Ça c'est la maladie de la goutte. Avec l'avancement, avec l'âge, quand on vient de plus en plus âgé, qu'on ne fait pas attention à notre alimentation, on mange beaucoup de viande, tout le temps, le soir, le déjeuner, etc., on mange beaucoup de viande, à un certain moment, donc on a donc ces problèmes de la goutte. Hein. Alors, un autre problème, quand il n'y a pas une enzyme, quand une enzyme, elle n'est pas fabriquée, hein, le lysosome va se surcharger, il y a une accumulation du substrat dans la cellule. Hein. Donc, quand il y a absence ou altération du gène, hein, quand il y a une tare hein, chez certaines personnes, ils ne fabriquent pas, ils n'ont pas le gène, ou encore le gène, il est altéré. Hein, et ce qui fait, ce gène qui va coder pour une hydrolase, hein, il y a à peu près 40 hydrolases, il suffit qu'une seule, son gène soit donc altéré ou n'existe pas, il y a après accumulation du substrat non dégradé dans le corps résiduel. On a dit que le lysosome primaire va donner après le lysosome secondaire. Hein, après la sortie des substrats, donc il reste un corps résiduel qui sera rejeté. Hein, ici, puisque ce n'est pas encore dégradé, le substrat n'est pas dégradé, ça va donner, hein, regardez, dans le cas du glycogène, donc le lysosome augmente de taille et il va occuper une grande partie du volume de la cellule. À chaque fois, il va avaler et il ne va pas dégrader. Donc, il ne va pas dégrader le substrat. Alors, l'exemple, dans le cas du glycogène hein, de type 2, imaginez le cœur, hein, il est formé par, d'accord, le cœur et les muscles, les autres muscles, lisses et squelettiques, hein, tous les muscles de notre organisme. Hein, c'est une maladie cardio-musculaire. Le muscle travaille, se contracte après dégradation
du glucose. Hein. Quand il y a absence de glycosidase acide qui dégrade ce glycogène hein, dans les cellules musculaires. Ici, vous avez une cellule musculaire normale. Hein, on voit les myofibrilles, les fibres musculaires. Hein, il y a plein de lysosomes, hein, petits lysosomes, qui vont dégrader le glycogène. Quand il n'y a pas cette glycosidase, les lysosomes donc, vont se surcharger par ce glycogène. Alors, on arrive, pour terminer, c'est la dernière diapo. Comment se forment les lysosomes? Alors, ils ont deux origines possibles, hein, les lysosomes primaires. Hein. Soit du réseau trans du Golgi qu'on a vu, hein, vous avez ici, hein, regardez, vous avez ici ce qu'on a tout à l'heure raconté, hein, réticulum, hein, vous avez le flux, hein, le RE, toujours REG, vésicule de transition, appareil de Golgi et lysosome primaire, hein, donc mannose 6-phosphate, etc. Mais on peut aussi hein, avoir une régénération à partir d'une partie spécialisée du RE, qu'on appelle le GERL, Golgi endoplasmique réticulum lysosome. D'accord? C'est une partie hein, du Golgi hein, et du réticulum endoplasmique qui vont générer des lysosomes primaires, hein, donc le GERL, voici ici le GERL, d'accord, qui va régénérer automatiquement ces lysosomes primaires. Alors, deux origines possibles. Soit ce qu'on a raconté, hein, donc le réseau trans, hein, soit le GERL. De la même façon, c'est-à-dire par le mannose 6-phosphate. Donc, qui est reconnu par le récepteur, etc. Et les enzymes lysosomales sont triées.